Aujourd'hui, 100% de mes liquidités sont placées en bourse. On lance Value Investing Screener il y a un petit peu plus de 2 ans. Enfin, au bout de 7 jours, on dépasse les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'un gros avantage, par exemple, des ETF type S&P 500 qui sont mis en avant, c'est aussi cet effet auto-nettoyant, que même si les 20 plus grosses entreprises d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain seront remplacées dans l'ETF, on y sera exposé quoi qu'il arrive aussi. Il faut comprendre que le segment des small caps, c'est le seul endroit en bourse où les particuliers ont un avantage concurrentiel par rapport aux professionnels. Et en faisant l'effort de diversifier sectoriellement, tu antifragilises ton portefeuille parce que tu vas créer de la décorrélation. Tu prends l'exemple d'une compagnie aérienne et d'une compagnie pétrolière. Si le pétrole augmente, la compagnie pétrolière augmente parce que ses stocks se valorisent, la compagnie aérienne décroche. Donc si tu constitues un portefeuille à 50-50 de ces deux actifs, bien globalement, tu lisses ton portefeuille. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Finance 360, l'émission qui a pour but de démocratiser et de décrypter les sujets liés à l'investissement, la fiscalité et tout ce qui touche le monde de l'argent en général, afin de vous donner toutes les cartes en main pour bâtir votre propre indépendance financière. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Rémi. Bienvenue. Merci. Écoute, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir t'avoir, surtout que la fenêtre est assez courte, parce que on pourra aussi en parler. Tu vis plus en France aujourd'hui, tu vis en Lettonie maintenant. Donc on pourra en parler de tout ça. Et c'est super intéressant parce que pour mettre un peu de contexte sur qui tu es avant de te laisser te présenter, t'as plusieurs casquettes qui vont être très intéressantes pour cet épisode, parce que t'es un peu à la fois aussi investisseur de base, avec une grosse appétence aussi en bourse, avec tout ce qui est les small caps, donc les petites capitalisations, pour aller chercher des plus hauts rendements. Tu es aussi entrepreneur, tu as fondé plusieurs logiciels d'analyse en investissement, que ce soit en bourse, immobilier, etc. Tu es aussi conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, tu conseilles plus des patrimoines un peu plus élevés, plutôt gestion de fortune. Et en même temps, créateur de contenu avec une chaîne YouTube Parlons Long Terme, où tu démocratises un peu, tout comme moi, ces sujets-là. Donc le fait d'avoir un peu toutes ces casquettes différentes, ça te donne plusieurs angles de vue sur l'investissement qui, je pense, vont être super intéressants pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous donner un peu plus de contexte sur ton parcours, comment tu as débuté, qu'est-ce qui t'a mené d'abord à l'investissement ou l'entrepreneuriat au tout début? Oui, avec plaisir. Encore merci pour l'invitation, Thomas. Alors, j'ai démarré... de base, je m'appelle Rémi Detruchy de Varennes. J'ai arbitrairement hérité des 4 piliers de capitaux de Bourdieu avec une famille qui... était déjà confortable et avec des oncles qui évoluaient également dans ce milieu, qui ne m'étaient pas étrangers. Quand certains découvrent les investissements boursiers à 40 ans, on me parlait du Nasdaq lors de mon adolescence, en me disant que globalement le fait de rénover, je me souviens d'un de mes oncles qui me disait que le fait d'avoir rénové sa maison avait été un bien moins bon investissement que s'il avait investi dans le Nasdaq. Donc c'était des petites, finalement, des petites graines qui étaient tout de même semées des taux. J'ai toujours été... un gros travailleur, j'étais sportif de haut niveau à 15 ans en judo. Okay. Suite à une blessure, je suis rentré en maths P. Je suis devenu ingénieur. J'ai toujours été très créatif et le métier d'ingénieur était pour moi un petit peu quelque chose qui pouvait répondre au fait d'exprimer sa créativité tout en exprimant son niveau de performance, en créant de nouvelles choses. Et je me suis rendu compte assez rapidement en arrivant dans ce parcours que ce n'était pas réellement le cas. J'allais me retrouver finalement dans des entreprises à faire plus d'amélioration continue qu'à créer des choses, et sans d'ailleurs très bien gagner ma vie, ce qui était également quand même un objectif concret. Donc je me suis demandé comment finalement je pouvais accomplir ma vie différemment que dans ce chemin qui était finalement tracé, qui m'était proposé. Et deux voies s'offraient à moi, l'entrepreneuriat et l'investissement. En regardant ça finalement dans le blanc des yeux, mais l'entrepreneuriat, statistiquement, j'avais très peu de chances de réussite. En revanche, en devenant un ingénieur et en ayant travaillé en Suisse et en plaçant les salaires suisses étant élevés, 2 000 euros par mois pendant 10 ans, je pouvais facilement me construire un capital qui m'aurait permis d'avoir une certaine liberté financière assez tôt dans ma vie, en tout cas avant mes 40 ans. Donc j'ai approfondi pendant tout mon parcours d'ingénieur le sujet de l'investissement en bourse à long terme, orienté vers le value investing grâce à mes oncles, comme une thèse. Et donc j'ai lu livre sur livre, rapport annuel sur rapport annuel de société, jusqu'à développer également des algorithmes pour automatiser la recherche d'actions correspondant à des critères value, parce que donc l'approche value, l'idée c'est d'analyser des rapports financiers d'entreprise pour aller dénicher des entreprises qui correspondent à des critères comptables spécifiques qui vont nous intéresser, comme par exemple une entreprise que tu ne vas pas acheter plus de 2 fois ses bénéfices, qui a plus de 50% de marge d'exploitation et qui te verse plus de 20% de dividendes. Et avec les bons algorithmes, tu peux trouver en un claquement de doigts toutes les entreprises qui, cotées au monde, correspondent à ces critères. Donc,
je me suis mis à faire ça. Et lors de mon stage de fin d'études, j'étais fait chez Philippe Maurice International en Suisse, du coup, un stage de fin d'études, j'étais déjà payé 4 000 € par mois, vive la Suisse. T'étais allé en Suisse pour pouvoir investir plus, du coup. Tout à fait. Ok, ouais, d'accord. Ouais. J'avais le choix entre un stage en finance au Luxembourg et un stage chez Philippe Maurice International. Le stage chez PMI était mieux payé. J'ai Luxembourg, donc je connais les deux. Moi, j'ai choisi le profit. Ouais, exactement. On en parlait tout à l'heure. Entre le prestige et le profit, je choisis toujours le profit. Donc, j'ai choisi Philippe Maurice International. Et donc, me voilà chez PMI à recevoir cet argent et à le placer. Et j'ai de plus en plus de collègues qui me posent des questions, d'ailleurs, à ce sujet. Et donc, je commence à leur montrer. Je me rends compte que c'est difficile de transmettre. Donc, je me mets à résumer, d'ailleurs, des livres sur Internet. Je me mets à publier un petit peu de contenu sur ces thématiques-là. Je vois qu'il y a de l'attraction. Et finalement, je me dis, peut-être que si j'ai une boîte à monter, c'est ça. Parce que j'ai le choix à ce moment-là entre soit accepter un CDI très bien payé chez Philippe Maurice International, soit donner vie à mon rêve, qui est de créer ce logiciel, qui est de créer un logiciel fondé sur ces algorithmes que j'ai créés en partant à Station F avec des start-upers subventionnés, ou alors faire un pari qui finalement était le moins risqué, qui était de partir dans un lieu composé d'entrepreneurs qui savaient vendre sur Internet pour en apprendre les codes, créer d'abord une activité de conseil sur cette thématique, et une fois que j'aurais mis assez d'argent de côté, donner vie à ce projet. Et c'est ce que j'ai fait en prenant un aller simple pour Tallinn, il y a 4 ans. L'Estonie, t'as globalement quelques clusters d'entrepreneurs du net en Europe. Okay. Aujourd'hui, Lisbonne, Malte et Tallinn. Ouais. Et Tallinn, c'était le lieu qui me semblait le plus correspondre à mes appétences, sachant que d'une part, il y avait beaucoup d'entrepreneurs du net, et d'autre part, le régime fiscal de l'Estonie allait selon moi attirer des gens qui m'intéressaient parce que l'Estonie a un impôt sur les sociétés de 20%, mais qui n'est déclenché que si tu sors l'argent de la société. Donc les profils que ça allait attirer, c'est des gens qui aiment investir en société. Ah, c'est une sorte de société capitalisante, quoi. Un peu ça. Comme le PEA, par exemple. Ouais, et tant que l'argent reste dans la société, pas de taxe. Pas de taxe. Oh. Donc je me suis dit, les gens que ça attire m'intéressent, et en plus de ça, ils peuvent m'apprendre des choses que je ne connais pas, c'est-à-dire il faut que je monte en compétence sur le fait de savoir vendre sur Internet pour pouvoir donner vie à ce projet. Donc, entre le CDI chez PMI et le fait de vivre de ce projet, sachant que je commence à avoir de l'attraction et des premières demandes de création de portefeuille, de différentes choses, je choisis l'Estonie, je prends un aller simple pour Tallinn, c'était il y a 4 ans. Très rapidement, l'activité de conseil, donc dans le fait de dénicher des petites capitalisations boursières, marche très bien. Gestion de patrimoine, du coup. Gestion de patrimoine indépendant. Ok. Important de le préciser. Ouais. Et des actions de formation également sur cette thématique, en B2B et en B2C. Ça cartonne. Mon rêve qui était de donner vie à ce logiciel devient réalité. On lance Value Investing Screener il y a un petit peu plus de 2 ans. Au bout de 7 jours, on dépasse les 100 000 € de chiffre d'affaires. Le logiciel part en flèche, ça marche super bien. La réalité du succès qui devient aujourd'hui un succès international, parce qu'on a des clients dans 20 pays, induit des demandes diverses, dont des demandes d'actions en gestion de fortune. Ce à quoi je vais répondre en faisant un joint venture avec un cabinet en gestion de fortune en France, opéré par mon associé Christophe Faglin, qui est également... le banquier d'affaires que les banquiers d'affaires d'HSBC consultent, l'ex-responsable gestion de fortune Île-de-France de Swiss Life, bref, un homme qui a vraiment de la bouteille et qui me complète parfaitement sur bien des thématiques, parce qu'il est bien plus compétent que moi que sur bien des thématiques, ayant de la compétence dans le monde financier que sur le sujet des small cap value. Et puis, cette stratégie de joint venture, on va la dupliquer également dans le monde du logiciel, sachant qu'on a été capable de créer très rapidement une solution logicielle avec laquelle on a réalisé beaucoup d'argent. On a voulu réitérer ce succès dans d'autres thématiques, ce que l'on a réussi à faire, notamment en immobilier, en créant 2 logiciels dans cette thématique, d'autres logiciels en finance, comme une extension de Value Investing Screener dans la construction de portefeuille nommé Backstage Vision, Valuation Express pour valoriser n'importe quelle PME. Bref, on a créé tout un écosystème. Et ça c'est globalement l'histoire en bref. Après, on a fait d'autres choses en parallèle. Aujourd'hui, j'interviens également auprès de dirigeants qui souhaitent coter leur société en bourse pour les aider, que ce soit dans leur communication, dans leur stratégie d'allocation de capital, par le biais de Paul qui nous a mis en relation, de Sherwoods. Bref, voilà, différentes activités. Donc au final, le point de départ, c'est quand même cette appétence pour l'investissement, en te disant de base, l'investissement sur le papier, c'est ce qui peut me permettre d'arriver à une sorte aussi d'indépendance financière.
et au final une passion pour l'investissement de plus en plus. Là où tu te dis, en fait, ça pourrait être aussi mon créneau, puisque tu développes une vraie expertise dessus et tu développes tout un écosystème dessus, parce qu'encore aujourd'hui, au final, que ce soit les introductions en bourse, que ce soit tous les logiciels, c'est toujours tourné vers l'investissement. Et que ce soit également le processus de gestion de mes entreprises. Par exemple, Value Investing Trainer, VIS. Il faut que je te la donne, c'est la balle que j'ai donnée à tous les participants du Value Investing Trainer Day. J'ai pas pu être là en plus, donc vraiment, je tu étais censé participer. Bon, bref. Donc, Value Investing Trainer est une société du coup estonienne dans laquelle donc on vend un logiciel et tout le résultat d'exploitation de cette société est réinvesti en bourse au travers ce logiciel. Ok, donc là vraiment vous êtes 100% skin in the game, quoi. Vous utilisez votre propre logiciel pour investir. Et grâce, oui, en effet, au logiciel pour trouver. Et c'est investi sur un portefeuille d'actions à dividendes. Et nous, on ne se verse que les dividendes des actions à dividendes détenues par la société. Ok, donc là, pur revenu passif, quoi. Donc on se retrouve dans une situation où, en effet, déjà, on ne consomme pas le fruit de notre travail, on ne consomme que les revenus de notre capital. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on se trouve, dans l'hypothèse où les revenus de Value Investing Trainer restent stables, et que le capital constitué croît de 12% par an, ce qui est globalement la performance du benchmark sur lequel on se situe, qui est celui des small cap value, dans 7 ans, le rendement en dividende du capital constitué sera supérieur au résultat de l'exploitation de la société. Là, ce serait incroyable. Il y a très peu de sociétés qui mettent ça en place. C'est ce qui va se passer sur un horizon de 7 ans. Ok, donc en fait, le fait de vraiment avoir cette vision investisseur-entrepreneur, ça t'a servi sur les deux sens, parce que la vision entrepreneur t'a permis d'appuyer le plan investisseur, et le plan investisseur t'a permis d'appuyer le plan entrepreneur. Et dans ce cas-là, ça rend la société immortelle. Est-ce que tu penses que nécessairement une personne qui commence vraiment à se mettre à fond dans le monde de l'investissement, il y a un moment où ça dérive vers l'entrepreneuriat et inversement, parce que par exemple quand on commence à investir, je sais pas, si on commence à faire l'immobilier, à force d'aller chercher la rentabilité, ça peut vite dériver sur les sortes de projets entrepreneuriales. Quand on commence à faire l'entrepreneuriat, il y a un moment où on doit allouer ses capitaux, choses comme ça. Tu penses que l'un mène forcément à l'autre ? Je ne pense pas que l'un mène forcément à l'autre. Par contre, l'un nourrit l'autre, c'est évident. Et enfin, le fait de devenir entrepreneur a fait de moi un meilleur investisseur, le fait d'être un investisseur a fait de moi un meilleur entrepreneur, et ce sont les mots de Warren Buffett. Ouais, sur ça. C'est vrai que lui, ça représente parfaitement. Et encore aujourd'hui, tu vois, sa prise de participation sur Occidental Petroleum avec Berkshire Hathaway a découlé, de sa prise de participation dans Occidental Petroleum. Bien, un joint venture a découlé de cette prise de participation dans l'extraction de lithium. Donc, il ne fait pas du tout que de l'investissement en bourse. Et d'ailleurs, Berkshire Hathaway, c'est une société textile qui va racheter une compagnie d'assurance et qui va placer le flottant de cette compagnie d'assurance en bourse. Ça n'a jamais été quelqu'un qui ne faisait qu'acheter des actions en bourse. Et d'ailleurs, le rendement propre de ce qu'il a effectué en stock picking n'est pas de 19% par an. C'est parce qu'il a utilisé le flottant d'une compagnie d'assurance en faisant levier du coup sur la trésorerie qu'il avait en interne de par la souscription des coupons, qui est le principe d'une assurance, qu'il a eu une telle performance. Et nous, par exemple, dans le cadre de Value Investing Trainer, si notre portefeuille fait 10% par an, il fait 10% par an sur la base d'un rendement déjà interne à la société. Donc la société en soi, elle, connaît une performance de 30-40% par an. Et tu peux multiplier les effets de levier internes dans une société. Et c'est en faisant ça que tu crées un multibagger en bourse. Et c'est en faisant ça que je créerai une boîte également boursière un jour qui tapera quelques records. Et ça, c'est ce type de stratégie maintenant que tu mets en place justement pour d'autres entrepreneurs dans le cadre de la gestion de fortune. Alors, dans le cadre de la gestion de fortune, c'est principalement Christophe qui opère. Ouais. Je peux, moi pour le coup, arriver et auditer des stratégies d'allocation de capital plutôt de société, plutôt des stratégies pour ce qui est ensuite du déploiement et de l'allocation de capital. Ça, c'est aujourd'hui opéré principalement par Christophe. Et pour des sociétés, moi, je vais plutôt conseiller des dirigeants vraiment sur leur stratégie de gestion et d'augmentation de leur valeur intrinsèque. Et l'idée, c'est de savoir comment est-ce que finalement on peut s'assurer que la croissance de leurs ventes et des ventes de la société et le résultat des ventes, qui sur un horizon de quelques décennies peut s'avérer passager, nourrissent un capital qui survivra à la société. Parce que le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes, comme le soulignait justement William Higgins, la dernière fois où j'ai interviewé. Et donc tu penses que ça peut être viable dans le sens,
je fais exprès de faire l'avocat du diable, mais imaginons j'ai un business, ça tourne bien, je fais 2-3 années, je fais du profit, je réinvestis tout avec cette stratégie la même que toi, et là il y a une rupture de marché et au final mon activité marche plus du tout. J'ai le fruit de ces placements que j'ai placés, mais mon entreprise ne marche plus, donc au final c'est juste une société d'investissement derrière que tu as constituée, donc c'est le genre de plan B en fait, c'est comme ça que tu le vois. C'est même pas un plan B, c'est une façon de pérenniser la société. C'est-à-dire que tu antifragilises ta société en structurant un capital qui lui survivra. Et toi, tu t'assures réellement de pouvoir jouir bien du capital constitué ad vitam. Alors que si aujourd'hui, ton lifestyle est corrélé à tes performances, comme c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs que je connais, ils risquent de finir pauvres parce que le business est bien plus cyclique que les marchés. Ouais. Ce qui est très vrai. Et ce qui est une approche très cohérente et on ressent beaucoup en fait dans ton approche le côté ingénieur, je pense, depuis le début. Aussi avec small cap value, ta façon d'analyser les choses, etc. C'est toujours très pragmatique de voir l'analyse dans ce sens et c'est pas basé sur les émotions. Et c'est sûrement ça qui fait toi un bon investisseur, je pense. Parce qu'on dit souvent que les émotions, c'est ce qui fait perdre la grande majorité des investisseurs. En tout cas, c'est ce qui fait de moi un investisseur dans le charbon et l'huile de palme. Ouais. Charbon, huile de palme, tu donnes des tips pour... Entre autres. Ok, assez controversé, mais justement, très peu attendu. Ça, c'est investisseur intelligent. Benjamin Graham a encouragé les investissements controversés également. La controverse, je m'en fous, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'acheter un actif moins cher que ce qu'il ne vaut, proportionnellement à la rentabilité de son capital. Et lorsque, on se retrouve... Dans une mécanique économique où, certes, on produit des voitures électriques, mais qui dépendent du coup d'une production électrique, notamment chinoise, pour la production de ces dernières, qui dépend à plus de 60% du charbon. Ouais. Et d'ailleurs, sachant que l'énergie produite à l'échelle mondiale dépend également à 40% du charbon, on ne peut pas se passer de ce secteur-là. Et aujourd'hui, on l'achète à une bouchée de pain par rapport au rendement du capital sous-jacent dans des pays qui ne propose pas de retenue à la source sur les dividendes qu'ils nous versent, ça serait dommage de s'en passer. D'autant plus que, même sur un plan moral, je trouve que ça a du sens. Le charbon ? Et je le défends. Ok. Ça a beaucoup plus d'impact de donner des moyens à une société qui produit des choses des déchets qui sont néfastes pour qu'elle réduise la teneur en soufre de son charbon, ce genre de choses, plutôt que de fermer les yeux là-dessus en se disant c'est mal, on remplace tout. Et de laisser finalement les choses se faire parce que on continue à acheter des iPhones, à s'habiller avec des vêtements qui sont pour beaucoup produits en Chine, etc. Donc l'utopie c'est bien, mais le réalisme c'est mieux, surtout lorsqu'on investit. Ok, c'est vraiment ça des principes qu'on retrouve beaucoup là de ce que j'ai retrouvé, j'ai entendu, ça me rappelle la lecture de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, avec toujours sélectionner justement les secteurs qui sont des fois un peu on va dire mis de côté par les investisseurs et pas aller sur les trends avec tout le monde et aller là justement où il y a de la vraie valeur intrinsèque directement sur les investissements. L'action Philip Morris International est une société qui a eu une performance à l'échelle d'un siècle de 17,2% par an en total return. Ouais. Parce que la plupart des personnes ne se diraient pas que les cigarettes c'est l'avenir. Pourtant, c'est la définition du bon business selon Warren Buffett. Something that costs a penny, it's sold for a dollar and it's habit forming. Tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose. Tu as dit la finalité, un jour, pour moi, ça sera la cotation en bourse. Oui. C'est ton objectif final ? C'est quoi ton objectif ? Ce n'est pas l'objectif final, parce qu'une cotation en bourse n'est jamais une finalité, mais plutôt le début de quelque chose également nouveau. Mais dans ma vie entrepreneuriale, ça fait partie des choses que je me souhaite et qui arriveront tôt ou tard. Aujourd'hui, je suis encore dans un processus d'apprentissage où je multiplie les créations de sociétés, les partenariats. J'essaie de côtoyer de plus en plus de dirigeants qui ont leur société cotée en bourse. J'essaie de côtoyer de plus en plus également d'industries dans lesquelles dont la demande est inélastique et qui ont de bonnes chances d'exister encore dans 50 ans par rapport aux industries dans lesquelles j'ai démarré, qui peuvent être beaucoup plus sujets à disruption. Et là-dessus, une fois que j'aurai toutes les armes en main, aller vers une stratégie de fusion de tout ce que j'aurais pu semer pour pourquoi pas coter le groupe qui découlera de cette fusion. Ça fait partie des projets que j'ai. C'est quoi l'objectif final avec tout ça ? Est-ce que tu dis c'est plutôt le chemin, l'apprentissage continu, ou est-ce qu'il y a un objectif une boîte à 1 milliard, une licorne, un truc comme ça ? Non, j'ai pas d'objectif de chiffre. Enfin, j'en ai eu forcément pour avancer. Ouais. Mais en fait,
plus tu sèmes des graines avec les processus d'allocation de capital que je mets en place, plus finalement tu te rends compte en faisant quelques calculs d'intérêt composé que c'est pas une question de chiffres, mais plutôt une question de temps. Et là-dessus, il y a vraiment la question à se poser de qu'est-ce qui te rend heureux dans ce process, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi. Moi, ce qui m'anime énormément dans tout ce que je fais, c'est le challenge intellectuel, c'est le fait de progresser intellectuellement sur ce sujet financier qui me passionne. C'est pour ça que j'écris des bouquins. Là, je vais encore en sortir un en mai sur justement le stock picking de Small Cap Value. Après ce livre-là, j'en sortirai un sur le processus d'allocation de capital qui assure une croissance immortelle à toute société, avec une différenciation entre l'allocation de capital interne, l'allocation de capital actif, l'allocation de capital passif, et comment et quand activer ça selon le cycle de vie de ta société. C'est des choses qui me passionnent. Et après ça, il y aura peut-être encore d'autres sujets. Et ce que j'ai vraiment envie, surtout tout au long de ma vie, c'est de progresser intellectuellement, d'écrire des livres sur chacune des petites choses que j'aurais compris et théorisé à ma façon. Et voilà, et vis-à-vis de... Et je pense que c'est ce qui me rendra heureux, c'est Nietzsche qui dit fort justement vis-à-vis de ce qu'on laisse derrière soi, tu vois, il dit des livres ou des enfants, parce que la seule chose qui est antifragile face à l'épreuve du temps, c'est l'information, génétique ou sur papier. Et j'espère semer tout au long de ma vie, que ce soit en fondant une famille ou en continuant à produire des idées, des livres et des enfants. Toujours au final cette vision long terme, intérêt composé, qui promène l'investissement. Comme quoi je pense que cette vision investisseur, elle sert beaucoup dans l'entrepreneuriat. Parce que comme on disait tout à l'heure, combien d'entrepreneurs commencent à faire des belles boîtes, se versent tout en dividendes, augmentent leur lifestyle en conséquence et n'investissent rien derrière. Alors que toi, tu as vraiment cette vision de bâtir quelque chose, d'apprécier le processus et avec une façon exponentielle, et ça change tout. Pour corriger, tu vois, ce que j'ai dit au début, je pense qu'à partir d'un certain stade, tu ne peux pas te passer de la compétence que l'ingénierie financière représente. Après, tu peux avoir des gens qui l'apportent à une société. Ouais, embaucher des bonnes personnes, t'entourer. Mais tu ne peux pas te passer, tout comme tu ne peux pas te passer de la compétence juridique. Ouais. Qui est le signe noir qui peut te mettre au tapis également. Et de la même manière, tu vois, moi j'ai pas vocation à reprendre des études de droit. Par contre, encore ce soir, je vais dîner avec un avocat parce que c'est juste obligatoire de rester au goût du jour, surtout quand tu touches à des sujets et à des secteurs comme le secteur financier relatif aux introductions en bourse, qui est hautement réglementé, et sur lequel tu peux, si tu fais une erreur juridique, perdre beaucoup de plumes. Ça, c'est clair derrière le secteur juridique. Au bout d'un moment, on est tous confrontés. Et d'ailleurs, je crois que les sociétés financières et même les fintech, plutôt fintech en général, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 33% de leurs dépenses, qu'en général, c'est au juridique la conformité. Wow. C'est énorme quand tu regardes ça m'étonne pas, la compliance. Ouais. Et en même temps, c'est ce qui met une grosse barrière à l'entrée, qui fait qu'il y a peu de concurrents et qui fait que beaucoup de grosses nouvelles startups, etc., c'est les fintech. Parce que peu de personnes ont les moyens d'aller se lancer dans ces univers-là aussi. Tout à fait. Ah oui, enfin les avocats peuvent vite coûter cher. J'ai eu forcément avec tout ce parcours des moments où j'ai nécessité d'avocats face à des autorités avec des niveaux de prédation plus ou moins élevés. Et ouais, je me souviens notamment d'une situation qui au total m'a coûté 42 000 euros d'avocat. Ouais. 42 000 euros. Ouais, la plus grosse note que j'ai payée. Un cabinet d'avocats. Ah oui, c'est quand même assez élevé. C'était 42 000 euros, ouais. Ouais, ça fait pas mal d'heures passées sur le dossier, Les avocats en droit boursier, ça coûte cher. Ouais. Et surtout quand ils se pointent à chaque fois à 3 dans un call. Chacun payé à l'heure, ça tourne. Oui, mais ils ont tous besoin 300 à 500 euros de l'heure chaque avocat, ça fait. Ils sont complémentaires, ils ont tous besoin d'être là. Ouais, tout à fait. Si on rentre dans la technique un peu, on va dire, pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense que cette stratégie, comme on en discutait juste avant, de small caps, sur la bourse, ça sort un peu des sentiers battus de ce qu'on entend actuellement beaucoup, où on prône beaucoup ce qui est recommandé pour la plupart des personnes qui débutent, en tout cas déjà pour mettre un pied dans la bourse, qui est l'investissement plutôt passif sur le long terme, avec notamment tout ce qui est ETF, etc. Là, les small caps, juste pour mettre un peu du contexte, pour ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure, si on dit ça, c'est les petites capitalisations. Donc on distingue les petites, moyennes et grandes capitalisations en bourse. Donc small cap, mid cap, large cap. Et c'est en fonction de la valorisation de l'entreprise. Donc la valorisation, c'est le nombre d'actions en circulation
fois donc le prix de l'action d'une entreprise. Et en général, je crois que les échelles, c'est en dessous de 1-2 milliards, c'est small caps, entre 1-2 et 10 mid caps, et au-dessus de 10 large caps plutôt. Le segment small cap, on va y mettre 2 intervalles. Donc en effet 1-2 milliards. Ouais. Donc généralement on parle de 2 milliards pour les États-Unis, 1 milliard pour l'Europe. Ouais. Et c'est jusqu'à 100 millions. Enfin c'est entre 100 millions et 1 milliard, ou entre 200 millions et 2 milliards. Et en dessous, on va appeler ça de la micro cap, de la nano cap. Mais le segment small cap est celui-ci. Et en dessous, on est sur des boîtes sur lesquelles on va rencontrer encore plus de risques de liquidité. Et sur lesquels il faudra être encore plus prudent, surtout si on n'a pas la possibilité d'auditer en présentiel le dossier. Je pense que tu as résumé les inconvénients dans lesquels j'allais rentrer et en même temps les avantages. Small caps, plus petits, moins connus, donc du coup plus de possibilités de rentabilité, parce que contrairement aux grosses qui sont connues, toutes les tendances, il y a tout le monde qui est exposé dessus, donc on achète potentiellement l'action très cher, alors que les small caps, beaucoup plus de potentiel, mais d'un autre côté, source d'informations des fois plus difficile à trouver, peut-être moins de liquidité. C'est quoi un peu ta stratégie pour ça et comment tu arrives justement avec une stratégie comme ça à aller espérer un 12% par an de rentabilité? Ouais. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que c'est le segment des small caps, c'est le seul endroit en bourse où les particuliers ont un avantage concurrentiel par rapport aux professionnels. Et les small caps, donc, sont ces petites sociétés. Et pourquoi est-ce que on a un avantage concurrentiel par rapport aux institutionnels sur ce segment? C'est parce que déjà, il y a en effet ces défauts de liquidité, mais ce défaut de liquidité, donc là, quand on parle de défaut de liquidité, c'est que, par exemple, si vous arrivez avec 200 millions à investir sur une société et qu'elle est à 400 millions de capitalisation boursière, vous ne pourrez pas y aller facilement. Et c'est la réalité de beaucoup de fonds. C'est-à-dire que lorsque tu as 4 milliards sous gestion et que tu as envie d'investir dans une small cap, tu n'as pas envie de te cantonner aux 5% avant dépassement de seuil réglementaire qui t'obligera à faire des déclarations, etc. Okay. Et du coup, c'est énormément de ressources, d'audit, d'analyse financière envoyée sur le terrain pour une prise de position potentielle de 10 millions, 20 millions. Donc beaucoup de ressources pour rien. Donc désintéressement total de beaucoup d'institutionnels dû à cette problématique de liquidité. Mais en réalité, si tu te positionnes avec quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros, en règle générale, tes ordres, tu les passes en une journée et tu n'as pas cette problématique-là de dépassement de seuil réglementaire. Quand tu arrives à un profil high net worth, ultra high net worth, tu peux rencontrer ce genre de difficultés, mais avant ça, pas vraiment. Donc ça fait un premier avantage. Et le deuxième, du coup, c'est le fait que cette liquidité, si tant est que l'institutionnel souhaite investir plusieurs dizaines de millions, il va se retrouver face à ces problématiques de dépassement de seuil réglementaire qui va induire des frais supplémentaires pour, encore une fois, une petite position. Et le troisième point, c'est qu'en effet, tu l'as dit, les petites capitalisations peuvent être plus rentables parce que lorsque tu es une très grosse boîte, déjà, le marché va être plus efficient, tu vas avoir moins de défauts de valorisation, notamment parce que beaucoup de professionnels font bien leur travail. Et le marché small cap a donc moins de professionnels qui s'y intéressent, donc tu as plus de défauts de valorisation. Mais également parce que lorsqu'une boîte comme Apple souhaite croître, bien c'est beaucoup plus complexe. Lorsque tu arrives à ce genre de niveau de performance, de ce niveau d'entreprise, pour que Apple fasse x10 aujourd'hui, la société va devoir se réinventer, elle va devoir faire des choses qu'elle n'a jamais encore faites finalement. Elle va devoir être confrontée d'ailleurs également à des risques de monopole, à des risques réglementaires. Tu te retrouves avec des sociétés qui ont plus de pouvoir que bien des États. Alors qu'une boîte de 100 millions, passer de 100 millions à 1 milliard, c'est globalement allocation de capital interne, tu fais un petit peu, tu relances une ligne de produit sur la base du produit qui a été gagnant, allocation de capital externe, tu mets en place des joint ventures avec des partenaires clés où tu vas faire un petit peu de croissance externe, allocation de capital passif, tu capitalises sur l'historique et la renommée déjà d'une boîte cotée en bourse qui va te permettre de facilement lever des fonds pour consolider tes résultats dans l'achat en bourse de ton concurrent plus gros, par exemple, ou d'immobilier. Et en faisant ça, globalement, la croissance de ta valeur intrinsèque est mécanique et n'importe quel cabinet de conseil sait t'apporter cette compétence pour te faire croître lorsque tu es une petite boîte. Mais lorsque tu es une boîte comme Apple, c'est beaucoup plus complexe. Donc tu te retrouves face à des boîtes qui ont toutes les capacités de croître, qui intéressent moins des professionnels, sur lesquels tu as plus de défauts de valorisation et sur lesquels tu peux te positionner facilement en tant que particulier. Quand tu dis défaut de valorisation, pour expliquer pour l'audience, c'est défaut de valorisation, c'est par exemple que tu ne vas pas, en tout cas hors crise type 2008 ou Covid, ça n'arrivera pas d'acheter Apple moins de 5 fois ses bénéfices annuels.
Ah, c'est clair, ouais. Voilà. Et donc là, quand on parle de ratio de valorisation, on parle de ratios qui vont nous permettre de savoir à quel prix on achète une entreprise par rapport à ce qu'elle génère. L'image que j'aime bien prendre, c'est de se dire, vous investissez en immobilier en achetant un immeuble dans une SCI à 1 million d'euros, et si cette SCI a un résultat net annuel de 100 000 euros, vous avez un ratio prix sur bénéfice de 10. Si elle a un résultat net de seulement 50 000 euros, vous avez un ratio prix sur bénéfice de 20. Donc c'est moins intéressant. Aujourd'hui, tu achètes du Nvidia, un ratio prix-bénéfice de 90. Ouais. Et là, d'ailleurs, récemment, on a vu ce que ça a donné avec... Voilà, et donc tôt ou tard, la marée se retire et tu vois qui a nagé nu, quoi. Et alors que, moi, quand j'achète ma mine de charbon, un ratio prix-bénéfice de 2 et qu'elle me verse 20% de dividendes, qu'elle n'est pas endettée, c'est quand même plus intéressant. Et la société en question, que tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube par long terme connaissent, elle a fait x2 cette année, du coup. Mais la différence que beaucoup te mettraient en avant, c'est que Nvidia, Apple, etc., ils sont hyper établis, ils sont de partout dans le monde, et donc les probabilités de faillite, on va dire, ou de défaut de ces entreprises sur les prochaines années restent quand même assez faibles, bien que ça peut toujours arriver. On ne sait jamais avec ces entreprises. Alors que la petite mine de charbon, potentiellement, il peut y avoir un concurrent, il peut y avoir un élément sur le marché qui fait que elle peut rapidement dégringoler, et là ça peut occasionner des grosses pertes aussi. Ceux qui oseraient dire ça n'ont jamais lu Taleb. Un ensemble antifragile est composé d'éléments fragiles. Et plus tu concentres tout autour d'un seul et même d'une seule et même entité, plus elle devient fragile. Aujourd'hui, Apple est dépendant du manufacturing en Chine et des accords entre ces deux pays. D'ailleurs, une boîte comme Nvidia dépense plus de 30% de son résultat brut en R&D, et le jour où un Chinois fait mieux qu'eux, il se retrouve à se faire écarter du marché. Ce n'est pas parce que ces boîtes paraissent énormes qu'elles sont aujourd'hui antifragiles. Et si tu regardes le top 20 des boîtes du S&P 500 des années 90, rien à voir avec celui aujourd'hui. La seule boîte que tu retrouves, c'est Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett. Ça, tu penses pas que c'est dû aussi à l'explosion des techs ? On verra dans 20-30 ans. Ouais, dans 20-30 ans. C'est vrai qu'il peut y avoir des cycles. En revanche, un portefeuille diversifié dans chaque secteur sur des petites entités indépendantes et bien gérées ne sera pas exempt de crise. Tu peux avoir une boîte qui décroche, bien évidemment, et c'est pour ça que tu diversifies tout de même un tant soit peu ton portefeuille. Ceci étant dit, dans la durée, tu es composé d'éléments qui sont indépendants les uns des autres en termes de risque de change, en termes de risque géopolitique, en termes de risque sectoriel, en termes de risque financier propre à une zone géographique qui, pour certaines, se retrouvent avec des États surendettés. Tous ces risques-là, ce sont des risques réels. Le but, ce n'est pas d'annihiler le risque d'un portefeuille, ce qui est de toute façon impossible, mais de ne pas le surconcentrer. Et aujourd'hui, lorsque tu achètes du S&P 500, tu es surconcentré à plus de 40% dans le secteur technologique. Tu es surconcentré également à plus de 40% sur le top 10 des actions de cet indice, qui est sur quasiment un seul et même secteur. Donc, finalement, tu te retrouves d'ailleurs à avoir un bêta bien moins bon que mon portefeuille de small cap, où j'ai fait l'effort, alors que je n'ai que 15 small cap dans mon portefeuille, où j'ai fait l'effort de les positionner dans toutes les zones géographiques du monde, à chaque fois dans des secteurs différents. Mais c'est vrai qu'un gros avantage, par exemple, des ETF type S&P 500 qui sont mis en avant, c'est aussi cet effet auto-nettoyant. Parce que même si les 20 plus grosses entreprises d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain seront remplacées dans l'ETF, on y sera exposé quoi qu'il arrive aussi. C'est juste. Ceci étant dit, à aller vers du S&P 500, j'irais plutôt vers de l'écu pondéré que vers du pur. Okay. Et d'ailleurs, statistiquement, depuis les années 2000, l'écu pondéré a fait du 11% par an quand le S&P pur était plus entre 9 et 10. Okay, donc parce qu'avec de l'écu pondéré, tu vas chercher au moins, même si tu restes hyper concentré aux US, une certaine forme de diversification sectorielle. Et dans un cycle baissier, un secteur comme les biens de consommation défensive ou l'utilities, tout ce qui va être gestion des déchets, gestion de l'eau, performera quand tout ce qui est biens de consommation cyclique, discrétionnaire, et les technologies, lui baissera. Et en faisant l'effort de diversifier sectoriellement, tu antifragilises ton portefeuille parce que tu vas créer de la décorrélation. Si tu prends l'exemple d'une compagnie aérienne et d'une compagnie pétrolière, si le pétrole augmente, la compagnie pétrolière augmente parce que ses stocks se valorisent, la compagnie aérienne décroche. Donc si tu constitues un portefeuille à 50-50 de ces deux actifs, eh bien globalement, tu lisses ton portefeuille. Tu réduis sa volatilité. Et cette diversification sectorielle va permettre finalement cette compensation des actifs entre eux pour antifragiliser ton portefeuille. Maintenant, d'une part, il faut faire ça, mais il faut aussi bien choisir ses actions. Et sur VIS,
Tu peux aller chercher une à une les boîtes qui correspondent à tes critères financiers, sachant qu'on met des éléments de formation également à l'intérieur pour apprendre à utiliser l'outil, et dénicher toutes les boîtes qui correspondent à tes ratios et trouver chacune des boîtes pour ton portefeuille. Je mettrai un petit code promo surprise également, tu vois, en plus pour ton audience dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà. Pour Vise. Comme ça, c'est cadeau. C'est super pour tous ceux que ça intéresse. Pour résumer, en fait, l'approche, donc du coup, c'est clairement, tu te dis, OK, sur les large caps, tout le monde est là, et là où tout le monde va, c'est pas toujours le meilleur endroit où aller. Aussi, il y a tous les professionnels institutionnels qui sont dessus, et ils font bien leur travail, ils font bien leur job, et toutes les bonnes opportunités, ils vont les racler. Donc, très difficile de faire mieux que le marché. Enfin, tu vois, moi, je prétends pas être plus performant que BlackRock. Enfin, qui suis-je, tu vois, à ce niveau-là? Donc, pour les large caps, t'es d'accord avec la théorie de battre le marché, reste pour un particulier. Oui. Mais pour les small caps, là, tu dis que c'est différent. Pour les small caps, c'est différent. Il y a moins de professionnels. Et déjà, sur un plan indiciel, les études de Family French avaient démontré que 95% n'y arrive pas. Non, ça c'était l'étude Spiva. Ouais. Les Family French avaient démontré qu'à l'échelle séculaire, les small caps mettent plus d'un point au large cap. Juste en achetant d'ailleurs un ETF small cap value, et Vanguard en a émis un. Ouais. Mais en plus de ça, en concentrant son portefeuille, là c'est plutôt Robert Ekstrom qui a produit de belles études à ce sujet, notamment dans le livre Les stratégies de Warren Buffett. En concentrant, ta seule manière de faire mieux que le marché, ça va être de concentrer ton portefeuille. Et donc si tu concentres ton portefeuille sur un portefeuille de small cap value, bien diversifié sectoriellement et géographiquement, sur la base de boîtes qui sont efficientes de par l'étude de leur processus d'allocation de capital qui est vertueux, là c'est OK. Un exemple de processus d'allocation de capital vertueux dans une boîte dans l'agriculture. J'ai une boîte dans l'agriculture au Brésil dans mon portefeuille, qui, du coup, globalement, fait de l'agriculture au Brésil, donc coton, avocat, maïs, tout ce que tu veux. Globalement, quand tu fais de l'agriculture, habituellement, tu t'attends à avoir des marges brutes assez faibles. 20, 30% max, plutôt 20, parce que globalement, ta pomme, tu vas pas pouvoir la vendre 10 fois le prix. Donc, je cherche sur Vice des boîtes dans l'agriculture, en Amérique du Sud, parce que c'était le secteur que je souhaitais couvrir, avec plus de 50% de marge brute. Je trouve cette société, je l'étudie. À ton avis, qu'est-ce qui fait que cette société avait 50% de marge brute? 50% de marge brute? Plus de 50% de marge brute. Alors, aucune idée. Elle avait réfléchi différemment son processus d'allocation de capital. Son métier, c'est de savoir faire pousser des trucs. Du coup, elle va acheter des terres qui ne valent pas grand-chose, des forêts, des trucs où il n'y a rien qui pousse dessus habituellement. Ils achètent de la terre, ils la rendent cultivable, ils font pousser des trucs, et quand le truc se valorise sur les marchés, genre l'avocat prend en valeur, etc., ils revendent la terre. Ils font de l'achat-revente de terre, quoi. Ils font du marchand de biens dans l'agriculture. Ok, ils ont trouvé le filon. Ils mixent activité d'exploitation de qualité et savoir-faire en matière d'activité d'exploitation et arbitrage capitalistique. Et une société qui réussit sur du long terme, c'est une société qui comprend bien son savoir-faire opérationnel, qui est essentiel pour se développer, parce qu'il faut faire des ventes, mais qui a également la compréhension et cette compétence essentielle de savoir capitaliser sur son activité d'exploitation pour générer plus de revenus et produire finalement un effet de levier capitalistique qui assure la croissance de la valeur intrinsèque de ta boîte à long terme. Et en termes d'endettement, liquidité, une entreprise comme ça, c'est pas à risque c'est également des éléments que tu vois qu'on va vérifier. Moi, je vais m'assurer que la boîte n'ait pas un ratio dette-equity inférieur à 50%. Enfin, je veux qu'elle ait un ratio dette-equity au moins inférieur à 50%, un ratio dette par rapport aux revenus inférieur à 4, une trésorerie suffisante également. Bref, tous ces éléments-là sont des éléments que tu peux également analyser et vérifier à l'aide de Vice, mais également en lisant les rapports annuels des sociétés qui t'intéressent. Et donc ton approche, c'est une fois que tu as analysé plusieurs sociétés comme ça, que tu en as repéré une, que tu te dis ok, celle-ci elle peut être intéressante et en plus elle a un prix aujourd'hui qui est décoté, donc sa valorisation, tu te positionnes dedans, comment tu fais parce que là il y a toujours cet aspect, on dit dans les large caps en général qu'il faut pas timer le marché, là en l'occurrence il faut timer le marché, il faut rentrer quand même au bon moment, donc dès que tu vois cette anomalie de marché avec cette entreprise, tu te positionnes dessus une fois avec un gros capital ou tu fais du DCA, comment tu fais avec cette entreprise? Alors pour le coup, ça dépend vraiment également de ta thèse, dans quel contexte est-ce que tu souhaites construire ton portefeuille. Moi, j'ai tendance à définir le portefeuille, d'envoyer régulièrement de l'argent sur le compte Interactive Broker de la société dans lequel j'ai prévu de construire ce portefeuille et de passer tous les ordres d'un coup, une fois tous les 6 mois.
Ok, d'accord. Ça me permet de réduire les coûts de transaction et de respecter aussi une fois tous les 6 mois finalement une forme de proportion qui est celle que j'ai définie comme étant la proportion juste de par la somme que je réalloue. Maintenant, si tu te retrouves dans une situation où tu as un gros capital et que tu souhaites juste placer ce gros capital d'un coup, l'approche sera différente. Bref, toute approche, enfin, si tu es en train de te construire ton patrimoine petit à petit et que tu peux pas directement investir, tu vois, moi, généralement, je passe à chaque fois des ordres par au minimum 50 000, je peux pas directement mettre 50 000 et sachant que je m'expose par exemple à des actions asiatiques comme le Japon, tu es obligé de les acheter par lot de 100 ou de 500, des actions, bref. Donc, tu as des contraintes, tout cas est différent, mais en tout cas, dans mon cas, j'opère de la façon suivante. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment cette stratégie d'investissement. D'ailleurs, tu dis beaucoup depuis tout à l'heure investir en société, parce que tu l'as dit, donc en Estonie, c'est intéressant d'investir en société parce qu'elle cet effet capitalisant. Et de base, c'était sur ça que tu étais parti. Maintenant, si on revient sur le cas de la France, pour une personne qui est en France, est-ce que tu penses que c'est plus avantageux d'investir en société aussi en France qu'en nom propre, que ce soit en bourse ou même en immobilier d'ailleurs, en tant qu'investisseur tout court? Qu'est-ce que tu ferais toi si aujourd'hui tu étais encore basé en France en tant qu'investisseur? Tu penses qu'il vaut mieux tout mettre dans une société ou plutôt en nom propre? En société, l'impôt sur les sociétés est digressif, même si là on va voir ce qu'il nous réserve, mais globalement l'impôt sur les sociétés est digressif depuis cinquantaine d'années, il est progressif sur les personnes, les régimes fiscaux en société sont bien plus stables, t'assures plus de résilience, tu peux multiplier les effets de levier. Non, bien évidemment que j'irai en société. Toujours en société? Toujours. Même si t'es pas entrepreneur de base? Non, si je suis pas entrepreneur de base, si je suis dans l'hypothèse où je serais salarié, la partie boursière, je la ferai en perso. La partie immobilière, par contre, je la ferai directement à SCI. SCI, société directement, ok. Ouais, en multipliant, en capitalisant comme un fou sur l'effet de levier, ce que mes amis Hugo et Fouad du podcast d'IM expliquent très bien. Pour essayer de faire un effet accumulation à l'intérieur, avec l'investissement, etc. Ok. Tout à fait, ouais. Après, parce qu'il faut pas non plus, c'est toujours un écueil au début, il faut pas surcomplexifier les choses. L'expatriation ne doit pas arriver de suite forcément. Enfin, en fait, tout dépend le projet au global. On a vite tendance à perdre beaucoup de temps à chercher à optimiser. Ouais. Alors que le focus numéro 1, c'est d'augmenter son niveau de revenu. Ouais, ok. Et selon moi, il y a quand même un gros enjeu et un écueil dans lequel il faut pas tomber à chercher la suroptimisation au début. Et donc, la simplicité reste la meilleure des options. Et pour sa première opération immobilière, on peut le faire en perso. Pour ses premières centaines de milliers d'euros, on peut les investir bien évidemment, en perso également en bourse. Et ensuite, ça dépend aussi des manières, de ce que la vie nous réserve, parce que en règle générale, tôt ou tard, on optimisera en se penchant sur le fait d'augmenter ses revenus. On songera forcément même si on a un statut entre guillemets de salarié, à demander pourquoi pas à son patron d'être payé en tant que freelance pour éviter les charges sociales, doubler notre niveau de revenu en prenant la responsabilité et bien de la constitution de notre retraite. Il n'y a plus de cotisation, mais on prend la responsabilité de constituer l'entrée de ta capitalisation à côté. Ça. À condition, bien évidemment, de ne pas tomber dans l'écueil de tout cramer. Mais tu l'as dit, c'est vrai qu'en France, ça peut changer assez vite la fiscalité. Et d'ailleurs, c'est un point qui est intéressant. Aujourd'hui, tu vis plus en France. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que la fiscalité française est très contraignante et peut même être une barrière pour un investisseur / entrepreneur? Je dirais que ça dépend de son niveau. Quand on est débutant, pas forcément. Quand on est avancé, plus? J'aurais dit l'inverse. T'aurais dit l'inverse? J'aurais dit l'inverse. Moi, en France, tu vois, c'est impossible pour moi en Estonie de ne pas payer de TVA, alors qu'en France, légalement, j'ai pu ne pas payer de TVA sur certaines de nos activités. C'est impossible en Estonie de ne pas payer d'impôt sur les sociétés si tu retires de l'argent de tes sociétés. En France, si tu domicilies ta société dans une ZFI, une ZRU, ou que sais-je, tu vas pendant longtemps pas payer d'impôts. La France est vraiment, plus un pays est socialiste, plus il est corrompu, et la France est vraiment un pays dont un tas de lois ont été faites pour les copains, quoi. Et c'est aussi quelque chose qui me dégoûte. Et puis le pire, c'est que
si tu utilises certaines de ces lois, parfois on peut d'ailleurs te reprocher de faire de l'abus de droit. Enfin bref, là, je suis assez, je suis assez pessimiste en tout cas, je trouve que plus que la fiscalité, la bureaucratie freine pour débuter et simplifier le système. Et je trouve que pour le coup, pour finir là-dessus sur une touche positive, ce qui avait été mis en place et ce qu'Emmanuel Macron d'ailleurs a continué à pousser sur la micro-entreprise, c'est très bien, tu vois, pour encourager les gens à y aller. Je pense qu'il ferait mieux d'ailleurs de rehausser les seuils pour vraiment encourager un maximum de gens à être indépendants et à capitaliser là-dessus. Mais ouais, après, bien évidemment que c'est un frein quand tu vois l'attractivité qu'a eu un pays comme l'Estonie, l'attractivité qu'a également même une zone comme la Bulgarie aujourd'hui avec ses choix fiscaux. Enfin, c'est pour naviguer pas mal dans ces zones. C'est incroyable de voir le nombre de créateurs de valeur, parce que la traduction autrichienne du mot entrepreneur, c'est créateur de valeur. Et ces zones-là attirent des créateurs de valeur. Quand, à certains égards, la France attire plutôt de la destruction de valeur, si tu veux. Et c'est dommage. Et c'est un choix qui est purement, qui découle d'une politique, mais c'est aussi un choix qui découle d'une certaine histoire. Tu ne diriges pas un pays qui a 300 ans d'histoire, dans le sens où notre code civil et puis une bonne partie de notre code juridique découle du code napoléonien. Comme tu diriges un pays balte qui est indépendant depuis 30 ans et qui construit sur du neuf. Donc c'est aussi contextuel, c'est aussi dû à qui nous sommes en tant que Français, en tant que pays, mais c'est difficile à changer. Mais en tout cas, plutôt que d'avoir fait le choix de critiquer ça, moi j'ai fait le choix d'aller vers un pays qui correspondait à ce qui me plaisait et ce dont j'avais besoin. Parce que tu es plutôt partisan du fait que l'allocation du capital, des ressources est plus efficiente par les marchés que par l'État s'ils mettent des taxes et qu'ils vont redistribuer tout derrière. Ah ouais, ça c'est je suis profondément je suis profondément libertarien. Et oui, assez proche de Friedman dans l'approche économique et dans ce que devrait être la gestion d'un pays. Et donc au début, quand tu as fait ce choix d'aller en Estonie, ça faisait aussi partie de tes motifs, de ce qui t'a motivé à tous ces éléments en France auxquels tu n'y croyais plus forcément sur le long terme? Ou est-ce que c'était vraiment au début Non, je continue à vivre à l'étranger, je pense, par conviction. Et j'éduquerai mes enfants à l'étranger par conviction morale. J'y suis parti plutôt par affairisme. Et d'ailleurs, non pas par biais fiscal, mais plutôt par affairisme, dans le sens où je gagnais pas encore d'argent. Et j'y suis parti surtout pour rencontrer des gens cupides qui savaient en gagner. Parce que je n'allais pas rencontrer à la station F, si tu veux. Parce que voilà. Beaucoup de critiques à la station F. Non, mais je veux dire, entre l'entrepreneur qui s'est débrouillé par lui-même et qui se retrouve en Estonie, et le petit bourgeois subventionné parisien, t'as quand même une grande différence en termes de qualité entrepreneuriale. Et d'ailleurs, le taux de succès de des entrepreneurs qui s'expatrient est bien moins élevé que celui qui rêve d'être entrepreneur en étant encore, sous le joug de ses parents. Si y a une personne qui nous écoute ou nous regarde, qui est plutôt débutant dans le monde de l'investissement, qui est en France, et qui a l'ambition de développer un patrimoine sur le long terme, là aussi, un bon patrimoine, d'abord via le biais plutôt de l'investissement, tu lui recommanderais de commencer par quoi aujourd'hui, en 2025 ? Par lire. Les meilleures infos se trouvent dans les livres. J'ai énormément lu. Je dois une très grande partie de ma réussite à la lecture. Deuxièmement, rencontrer des gens. Même quand j'étais étudiant, je faisais des apéros. Tu vois, j'ai fait mes études à Besançon, dans une école d'ingénieur à Besançon, et j'allais aux apéros entrepreneurs à Besançon. Je ne loupais pas un seul apéro entrepreneur, ce qui m'a permis d'échanger avec des gens. Donc, modifier son cercle en échangeant avec des gens, lire, et bien évidemment passer à l'action. Et sans forcément s'expatrier, je pense que le fait de voyager est essentiel. Pour s'ouvrir l'esprit. Ouais. Voir ce qu'il y a ailleurs, un peu. Ouais. Tu mets un pied dans le continent américain. J'ai vécu également, 6 mois en Nouvelle-Zélande, et notamment le fait de voyager dans le Commonwealth, Main Bath. Le fait de voyager en Asie te fait également reconsidérer la peur qu'on a du monde asiatique vis-à-vis du fait d'y investir, parce que leur niveau de croissance et l'effervescence qu'il y a dans ces pays lorsque tu y passes est juste complètement folle. En Chine, tu veux dire notamment ? Pas que, en Asie du Sud-Est également. Okay. Je suis encore passé pas si longtemps que ça à Singapour. C'est juste
Enfin, je comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui la bourse de Singapour peut être aussi décotée par rapport aux bourses européennes au vu de la qualité de ce qui est proposé en termes d'investissement, de société, de régulation, tout y est, quoi. Est-ce que tu penses que tu te réinstalleras en France un jour? Non. Même pour bâtir une famille, tu te verrais où bâtir une famille potentiellement? Actuellement, j'étudie soit la Norvège, soit le Liechtenstein. Suisse ou Lettonie, on verra. Donc on voit vraiment que la fiscalité, ça n'a pas d'impact dans ce choix, parce que la Norvège, c'est aussi un des pays les plus fiscalisés au final. Ouais, tout à fait. Après, bon, pour le coup, le Liechtenstein et Lettonie sont très attractifs. La Suisse, pas tant que ça finalement. Ouais. Non, ouais, ça dépendra. Moi, vraiment, j'adore la culture des pays du Nord. Nordique. On vit dans les pays baltes, mais globalement, c'est quand même des cultures qui sont assez proches. C'est des choses qu'on aime beaucoup avec ma compagne. La Norvège allie à la fois ça, à la fois un fonds souverain d'une très grande qualité. Je trouve que géopolitiquement, il y a quelque chose de très intéressant. Et également des montagnes. Tu vois, j'ai grandi à la montagne en Ariège. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc ouais, on verra. Mais oui, à ce moment-là, dans tous les cas, avec ce qu'on est en train de construire, tu crées une holding dans un pays comme celui dans lequel je réside, où tu structures bien ton patrimoine, tu mets un centre de direction effectif bien établi, une bonne gestion des ressources sur place. Et ensuite... une fois que tu as réussi à décentraliser la création de valeur, tu es libre de partir où tu veux et de créer éventuellement une filiale dans laquelle tu exerces une petite activité d'exploitation dans le pays que tu veux. Et à ce moment-là, le sujet fiscal n'est plus vraiment un sujet. D'ailleurs, je t'ai pas demandé dans tout ça, dans toute cette structuration, j'ai compris du coup qu'avec tes entreprises, tu génères du profit et le but c'est de réinvestir dans des portefeuilles efficients en bourse pour faire un effet cumulé. Donc ça, c'est sur la partie bourse. En dehors de ça, tu investis en immobilier ou autre type de placement? Aujourd'hui, 100% de mes liquidités sont placées en bourse. Ok, donc là c'est vraiment... Ouais. Ok, tu prends un fort parti pour... En fait, c'est mon cercle de compétences. C'est-à-dire que ce que je sais faire en bourse, je sais pas le faire en immobilier. Il n'est pas exclu que quand même tôt ou tard on capitalise sur l'historique que l'on a sur les sociétés pour aller prendre quand même un petit peu de levier. Ce serait dommage de pas le faire. Surtout, tu vois, si tu es un levier avec un produit hypothéqué, tu prends quand même peu de risques. Ça serait dommage de passer à côté. Après, les taux sont quand même moins intéressants dans les pays baltes aussi, donc on verra. Mais ça, c'est quelque chose qui, je pense, arrivera. Mais aujourd'hui, ouais. Donc t'es partisan de dire, je connais bien ça, je reste dans ça et je mets pas, et je suis pas dans l'optique, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, quoi. Non, ouais. Diversifier, c'est très bien. C'est la meilleure façon de se protéger contre l'ignorance, ouais. Mais ce n'est pas mon cas sur ce sujet-là. Ok, je vois. C'est un peu comme l'approche au final Warren Buffett, par exemple, qu'on voit qu'il a très peu d'actions en portefeuille. Enfin, très peu. Il en a quand même pas mal, mais ça reste très concentré en proportion, en effet. C'est ça, parce qu'il a bien étudié ses entreprises, qu'il les connaît bien, etc. La concentration amène plus de performance aussi. Tout à fait. Ok. Pour terminer, est-ce que s'il y a des personnes qui veulent te suivre, qui veulent voir ce que tu fais, tu as des réseaux en particulier que tu veux qu'on mette dans la description? La chaîne YouTube Parlons long terme avec plaisir. Ouais. Le premier livre que j'ai écrit, Enseigner l'argent à vos enfants. Le second, dès qu'il sortira, on peut mettre également mon adresse email et mon LinkedIn si besoin. Et on rappellera du coup le lien de Value Investing Screener avec un petit code promo surprise et du Moscan également avec un petit code promo surprise avec plaisir. Je mettrai tout ça dans les premiers liens en description. Donc Vise, le logiciel qui permet donc d'analyser les entreprises en bourse, notamment les small cap, et Moscan qui permet de faire un peu la même chose au final, mais du côté immobilier pour dénicher un peu les pépites du marché immobilier, des logiciels que j'utilise aussi. Écoute, un grand merci à toi Rémi, c'était hyper intéressant. Et donc un grand merci. Et demain c'est le retour donc en Lettonie. Tout à fait. Merci en tout cas, et merci à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye.